Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Christian Plot, vice-recteur à la vie académique de l'UQAM. J'aurai le plaisir d'agir ce soir à titre de maître des cérémonies pour le lancement de la deuxième édition de la France à l'UQAM qui se déroule cette année sous le thème Mobilité, liberté et inclusion. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être venus en grand nombre pour participer à cet événement et d'avoir répondu à notre invitation virtuelle. Je remercie également Mesdames Alice Contois-Hubert et Nelly Plateau qui interpréteront cette rencontre en langue des signes québécoise. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre la rectrice de l'UQAM, Madame Magda Fusaro, et le consul général de France à Québec, Monsieur Frédéric Sanchez. Je les salue chaleureusement. Les allocutions d'ouverture seront suivies par la présentation du rapport « Comprendre et réduire les obstacles à la mobilité étudiante vers l'étranger » qui a été réalisé par le Bureau de la recherche institutionnelle et le Service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM. Puis, nous enchaînerons avec une période de questions. Finalement, Madame la rectrice et Monsieur le consul général commenteront le rapport et échangeront sur la mobilité étudiante internationale. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la rectrice. Je vous remercie, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le consul général de France à Québec, Madame la consul générale de France à Montréal, Madame la présidente et chef de la direction du Bureau canadien de l'éducation internationale, Madame la vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, Madame la représentante du ministère des Relations internationales et de la francophonie, chers collègues membres de la direction, chers collègues membres du corps professoral, du corps enseignant, distingués invités, quel plaisir d'être avec vous ce soir, à nouveau, je dirais, pour un lancement attendu. Permettez-moi d'emblée vraiment de traduire cet engouement qui a été un véritable, je dirais, déroulement difficile, mais qui se réalise enfin, cette seconde édition de la France à l'UQAM. Permettez-moi de remercier chaleureusement Frédéric Sanchez ainsi que Madame Sophie Lagoutte pour leur résilience à travers les nombreux allers-retours, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de devoir décaler leur intervention. Nous aurions vivement souhaité faire cet événement en présence, bien entendu. Les circonstances ne sont que partie remise, nous aurons l'opportunité de le faire. Le fait de le faire en virtuel, cependant, n'enlève rien au plaisir de vous retrouver et de pouvoir faire cette seconde édition en votre compagnie. La France, pays que nous honorons cette semaine et pour lequel, vous le savez, je dois l'avouer, même j'ai un sentiment d'affection tout particulier. Cependant, au-delà de l'aspect personnel, cette semaine thématique revêt une grande importance pour l'UQAM. Nos liens particuliers, tissés depuis de longues années déjà, avec nos collègues français, font en sorte que ces événements, qu'il s'agisse de la semaine ou d'autres événements qui auront lieu un peu plus tard, je l'espère, sur le campus, permettent de pérenniser nos échanges, de traduire également des problématiques sociales qui sont effectivement d'intérêt et de pouvoir, et c'est l'objet un peu de la présentation qui suivra, échanger sur cette mobilité. Grâce à ces partenariats féconds, nos universités contribuent véritablement à l'enrichissement, à la diversité également de nos offres de formation. À titre indicatif, j'étais à la présentation cet après-midi de la table ronde sur les formes d'inclusion organisée par le professeur Mouloud. Et j'étais vraiment intéressée à écouter nos collègues de Lyon 2 qui développent également des masters ou des formations créditées sur les formes d'inclusion. C'est là où l'enrichissement universitaire prend tout son sens. Mobilité, diversité et inclusion, une très vaste thématique que nous aborderons en clin d'œil, que nous aborderons de manière plus concise ce soir sur la mobilité. Devise qui, bien sûr, réfère, il va sans dire, à la devise française, mais elle est inspirée véritablement des travaux de Mouloud, que je remercie, car c'est à la suite d'un échange avec lui que cette proposition de devise s'est imposée. Nous sommes bien sûr dans la diversité et l'inclusion à l'UQAM depuis sa fondation, deux valeurs fondamentales.
la mobilité s'est jointe à la discussion, en particulier, je dois le dire aujourd'hui, la mobilité sortante. Et nous aurons le plaisir de nous entretenir tant avec le consul qu'avec les collègues qui ont contribué à l'étude. Le rapport est important. Il nous permettra certainement de saisir quels sont les obstacles, quels sont également les éléments auxquels nous souhaitons apporter peut-être des pistes de solutions lorsqu'on nous dit ou lorsque les personnes étudiantes nous disent « ce n'était pas connu, quel dommage ». À travers toutes les personnes qui ont contribué cette année à la 2e édition, à travers toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette semaine, et je vous assure, elles ont été absolument formidables, du début à la fin, de chaque moment de modification, toujours avec le sourire, y compris le consul et ses équipes. Je vous remercie chaleureusement. C'est un défi encore pour quelques mois, je le crains, cette situation dure et perdure. Peut-être que nous aurons, après la semaine de relâche et jusqu'à la semaine de lecture, donc de la mi-mars à la mi-octobre, un peu d'accalmie. D'ici là, à nouveau, mes plus sincères remerciements et une très belle semaine approfondie de discussion et de collaboration. Merci. Merci beaucoup, Madame la rectrice. J'invite maintenant le consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez, à nous adresser quelques mots. Quelques mots rapides d'introduction. Merci beaucoup, chère Madame la rectrice, pour votre bel enthousiasme et pour cette nouvelle édition de la France à l'UQAM. La France à l'UQAM, c'est au fond l'occasion de réfléchir ensemble à ces liens qui vous unissent. Belle université de Montréal, importante université du Canada, vous unissent avec vos homologues français. Et puis de vérifier ensemble comment justement ces liens et ces partenariats multiples, qui conduisent d'ailleurs de nombreux étudiants français à être présents dans vos locaux à Montréal, présents aussi de façon virtuelle, malheureusement du fait des conditions sanitaires, comment, au fond, renforcer leur nombre et faciliter leur séjour et leur pleine réussite dans leur projet d'études. Moi, je suis, du fait de la volonté de mon gouvernement, très impliqué avec les équipes du consulat dans le soutien, l'accompagnement des relations universitaires et scientifiques entre le Québec et la France. Et je dois dire que c'est une réussite absolument remarquable. Les liens se comptent par dizaines, les bidiplômes, les co-tutelles, les séjours d'études. Sachez rien que, évidemment, de notre point de vue, qu'au Québec, à l'UQAM et dans les autres universités de l'ensemble du Québec, il y a près de 20 000 jeunes Français qui viennent étudier à des titres divers chaque année en intégrant le niveau collégial. Donc c'est absolument remarquable. Et au fond, nos responsables politiques, nos gouvernants souhaitent que cela s'approfondisse encore sur les sujets stratégiques qui ont à voir avec l'avenir de nos économies, mais aussi, au fond, sur l'ensemble des éléments qui peuvent permettre à notre jeunesse de relever ensemble en connaissant les autres, et en particulier de part et d'autre de l'Atlantique, à relever ensemble, nos jeunes, les défis de l'avenir. Voilà, je suis très heureux de pouvoir participer grâce à vous, grâce à l'UQAM et à l'ensemble de ceux qui se sont impliqués dans l'organisation à cette nouvelle édition de la France à l'UQAM. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous ce soir. Alors maintenant, ce sera au tour de Monsieur Neko Likongo, directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM, ainsi que de Madame Sarah Lacasse, conseillère à la mobilité étudiante internationale au sein de ce même service, de vous présenter le rapport intitulé « Comprendre et réduire les obstacles à la mobilité étudiante vers l'étranger ». Cette enquête, menée auprès de la communauté étudiante de l'UQAM, a été lancée par le vice-rectorat à la vie académique dans le dessein de mieux comprendre les raisons pour lesquelles si peu d'étudiantes et d'étudiants de notre université effectuent un séjour à l'étranger durant leurs études. En effet, l'UQAM, comme beaucoup d'autres universités du Québec ou du Canada,
affiche un taux de mobilité sortante relativement faible. Rappelons ici que selon les données du Bureau canadien de l'éducation internationale, chaque année, seulement 2,3% des étudiantes et étudiants des universités canadiennes vivent une expérience d'études à l'international. Les résultats de l'enquête qui vous seront présentés nous permettront de mieux cibler les actions visant à réduire les obstacles à la mobilité, et ce dans le but d'augmenter le nombre de personnes étudiantes de l'UQAM effectuant un séjour d'études à l'étranger. Bien entendu, lorsque la pandémie sera derrière nous. Je souligne que ce projet a été financé par Université Canada dans le cadre du programme pilote de mobilité étudiante vers l'étranger du gouvernement du Canada. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Université Canada pour son appui et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer Madame Julia Scott, directrice des partenariats et programmes d'Université Canada, qui est présente parmi nous ce soir. Alors, je cède maintenant la parole à Monsieur Likongo et à Madame Lacasse. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur. Bonsoir à toutes et à tous. Il nous fait plaisir à ma collègue Sarah Lacasse et moi de vous présenter les résultats de ce sondage, de cette enquête intitulée « Comprendre et réduire les obstacles à la mobilité étudiante vers l'étranger ». Je profite de l'occasion pour vous mentionner que ce rapport est disponible en ligne depuis aujourd'hui sur le site du Service des relations internationales et diplomatiques et l'adresse pour le lien vous menant à ce rapport apparaît à l'instant dans le fil de discussion. Alors, sans plus tarder, passons au plan de notre présentation qui sera divisé en 5 parties. Après une mise en contexte que je vous ferai dans quelques instants, ma collègue Sarah abordera les 3 points suivants, soit les faits saillants du sondage, les faits saillants des groupes de discussion qui ont eu lieu et les recommandations de notre service. Recommandations qui découlent des données que nous avons recueillies et analysées. À ce sujet, j'attire votre attention sur le fait que c'est Sarah qui a assuré la coordination de cette opération, tant en ce qui concerne le lancement du sondage que la collecte et le traitement de données. Je reprendrai la parole pour un bref mot de la fin. Alors, si vous le voulez bien, remontons dans le temps, plus précisément à il y a 14 mois. C'est en effet en décembre 2020 que le rapport sur l'internationalisation de l'UQAM a vu le jour. Alors, ce document, dont vous voyez la page couverture à l'écran, dresse le portrait global de toutes les activités internationales de l'université. Et en ce qui concerne plus précisément le portrait de la mobilité étudiante sortante, donc les étudiants qui se rendent à l'étranger pour réaliser un court séjour d'études, le rapport constatait notamment qu'avant la pandémie, environ 500 de nos étudiants se rendent chaque année à l'étranger, ce qui correspond, comme le mentionnait le vice-recteur, à un taux de mobilité sortante de 1,7 % et qui est en dessous du taux de mobilité sortante qu'on observe à l'échelle des universités canadiennes. Étant donné qu'on est dans la France, à l'UQAM, je vous souligne qu'environ 25 % de ces étudiants choisissent de se rendre en France pour réaliser ce séjour. Fort, si on peut passer à la diapo suivante, fort de cette recommandation, un sondage a été mené 2 mois plus tard après la parution du rapport en février 2021. Beaucoup de données ont été traitées, compte tenu que le questionnaire comptait 35 questions, dont 3 questions ouvertes. Alors, les données ont été, ensuite, il y a eu des groupes de discussion qui ont eu lieu, à l'été 2020 et on a profité de la fin de l'été et de l'automne 2020 pour analyser toutes les données que nous avons reçues, 2021, que nous avions reçues. Si on passe à la diapo suivante, plus de 3600 personnes ont complété le sondage en ligne. Compte tenu que le sondage avait été envoyé à environ 45 000 personnes, cela correspond à un taux de participation de 8 %, qui est quand même très bon dans les circonstances. Et j'attire votre attention également sur le fait que le sondage s'adressait à l'ensemble de la population étudiante. Et donc, parmi les répondants, on retrouvait tant des personnes qui avaient déjà effectué un séjour d'études à l'étranger que des personnes qui n'en avaient jamais effectué. Alors, justement, en parlant de ces répondants, qui sont-ils plus précisément? Alors, près du tiers des répondants proviennent de l'École des sciences de la gestion. Cela n'est guère surprenant compte tenu que cette école détient près du tiers des effectifs étudiants de l'université. Et à l'opposé, les facultés les moins représentées parmi les répondants sont la faculté de communication et la faculté de sciences politiques et de droit. Ces chiffres ne doivent pas nous surprendre non plus car ce sont les facultés les plus petites en termes de nombre d'étudiants,
Mais, fait intéressant, ce sont les facultés qui envoient le plus d'étudiants par proportion à l'étranger. Alors, quand on disait que le taux de mobilité sortante pour l'UQAM était à 1,7, du côté de la faculté de sciences politiques et de droit, c'est 4,6 % de leurs étudiants qui vont à l'étranger, et du côté de la faculté de communication, c'est 3,6 %. Donc, intéressant à noter. Et par ailleurs, on note également que la majorité des répondants sont inscrits au baccalauréat, ce qui n'est pas non plus surprenant lorsqu'on sait que la grande majorité des étudiants de l'université sont inscrits au premier cycle. Alors, sans plus tarder, on peut passer à la prochaine section dans laquelle Sarah va nous parler des faits saillants du sondage et des groupes de discussion. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme l'a souligné Nico, l'objectif derrière le sondage que nous présentons aujourd'hui, c'est d'augmenter la mobilité étudiante vers l'étranger, donc de permettre à plus d'étudiants de l'UQAM de vivre une expérience à l'international. Au SRID, un de nos mandats principaux est d'accompagner les étudiants de l'UQAM qui font un échange étudiant. Chaque année, on accompagne environ 200 de ces étudiants. Aussi, nous traitons les demandes de bourse à la mobilité des étudiants qui font divers types de séjours d'études à l'étranger, comme des écoles d'été, des stages, des séjours de recherche. Chaque année, c'est plus de 500 demandes de bourse qui passent par le SRID. Le sondage et les groupes de discussion nous ont permis de recueillir des données qui nous permettent de mieux comprendre la situation, de mieux cibler certains obstacles à la mobilité étudiante. Donc, je vais vous présenter tout d'abord quelques faits saillants tirés du sondage. Tout d'abord, les données nous font réaliser qu'il y a 82 % des personnes répondant n'ayant jamais effectué un séjour d'études à l'étranger qui sont intéressées par un tel projet. Donc, on voit que l'intérêt étudiant est présent. Aussi, on a comme information que 25 % des étudiants ont indiqué avoir entendu parler des séjours d'études à l'étranger par une personne de leur entourage immédiat, donc un parent, un ami, un conjoint, une conjointe. On a aussi demandé aux étudiants quelles sont les principales motivations pour faire un séjour d'études à l'étranger. Donc, comme vous le voyez, les 4 premières motivations qui ont été soulevées sont vivre une expérience unique, voyager, apprendre ou perfectionner une langue étrangère, puis développer des compétences interculturelles. On a remarqué assez facilement que les motivations les plus choisies étaient celles qui étaient les plus englobantes, les plus larges, mais nous permettent tout de même de mieux comprendre les motivations derrière un séjour d'études à l'étranger. On a aussi demandé aux étudiants quels sont les plus grands obstacles à la mobilité, évidemment, comme c'était le sujet de cette enquête. On les a questionnés à 2 reprises. Donc, la première question, c'était une question à choix de réponse. Donc, on leur a proposé des réponses et ce qui est ressorti le plus, c'est que ce sont les dépenses financières qui sont le plus grand obstacle à la mobilité étudiante vers l'étranger. Mais aussi, on les a questionnés dans une question ouverte et facultative. Les répondants étaient invités à soulever un obstacle à la mobilité qui n'avait pas été proposé ou abordé dans le sondage. Les 888 réponses ont été analysées et classées dans 18 grandes catégories. Vous voyez les 4 premières catégories dans la présentation. Évidemment, plusieurs étudiants ont identifié la pandémie comme obstacle à la mobilité. Donc, c'est le premier obstacle qui est ressorti dans cette question ouverte. Mais c'est aussi intéressant de noter que 14 % des répondants ont identifié en 3e place le manque d'informations sur les services offerts et en 4e place les obstacles financiers. Donc, comme c'était un choix de réponse à la question à choix de réponse, on voit vraiment que les obstacles financiers sont importants pour les étudiants dans la préparation, la planification d'un séjour d'études à l'étranger. On a aussi demandé aux étudiants qui avaient déjà effectué un séjour d'études à l'étranger de nous indiquer quelle était la principale source de financement pour leur séjour d'études. Donc, les étudiants ont tout d'abord, en premier lieu, ont indiqué que c'était leur fonds personnel qui leur avait permis de faire un séjour d'études à l'étranger, mais c'est aussi intéressant de noter que la bourse à la mobilité a été choisie comme première source de financement par 24 % des étudiants. Une autre donnée intéressante qu'on a recueillie dans le sondage, à une question, on demandait aux étudiants quelle source de financement connaissez-vous? Puis on leur donnait 8 choix de réponse. Et à cette question-là, il y a 29 % des personnes répondantes qui ne connaissaient
aucune des bourses mentionnées. Donc, dans les choix de réponse, il y avait par exemple la bourse à la mobilité, les bourses de recherche des gouvernements canadiens et québécois, les bourses de la Fondation l'UQAM. Donc, voilà. On a aussi questionné les étudiants afin de savoir quels étaient les types de séjours d'études qui les intéressaient le plus. Donc, c'est intéressant de noter que les 3 premières réponses étaient le cours de l'UQAM incluant un séjour d'études à l'étranger. En fait, c'est un cours de l'UQAM qui se déroule généralement sur un trimestre et qui inclut un séjour d'études de 1 à 2 semaines. Les stages pratiques étaient aussi, ont été aussi beaucoup choisis par les étudiants. C'est un séjour d'études qui a une durée variable. Puis un échange étudiant, donc l'échange étudiant peut être d'1 ou 2 trimestres. Et la dernière information intéressante qu'on veut porter à votre attention aujourd'hui, c'était les durées de séjour d'études qui intéressent le plus les étudiants. Donc, la réponse la plus populaire, c'était de 3 à 6 mois. C'est intéressant de constater que ça correspond aux échanges étudiants, en fait, au type de séjour qui est l'échange étudiant, qui peut durer, en fait, d'un trimestre qui est de 4 à 6 mois environ. Mais ça peut aussi correspondre à un stage pratique, à un séjour de recherche, à une co-tutelle de thèse, donc à d'autres types de séjours d'études qui peuvent être faits. À la suite du sondage, 3 groupes de discussion ont été organisés et 27 étudiants au total y ont participé. Lors de la tenue des groupes de discussion, plusieurs consensus ont émergé, autant parmi les étudiants qui avaient déjà fait un séjour d'études que parmi ceux qui n'étaient jamais partis à l'étranger. Donc, je vous présente quelques faits saillants tirés des groupes de discussion. Dans les échanges entre les étudiants, certains facteurs sont ressortis comme contribuant positivement ou négativement à la décision de faire un séjour d'études à l'étranger. Dans les facteurs qui influencent positivement, il y avait tout d'abord l'intérêt marqué pour le voyage à l'international. Donc, les étudiants ont souvent mentionné dans les groupes de discussion que les étudiants les plus susceptibles de réaliser un séjour d'études à l'étranger sont ceux et celles ayant déjà un intérêt pour l'international. Un autre facteur qui influence positivement la décision de faire un séjour d'études est l'entourage académique des étudiants. C'est ce que les étudiants ont mentionné souvent dans les groupes de discussion. Donc, par exemple, les pairs, les professeurs, la direction de programme ou de recherche va grandement influencer les étudiants à faire un séjour d'études à l'étranger. On a compris que la confiance que porte un étudiant à l'égard de ces personnes, c'est un élément facilitateur dans la décision de partir à l'étranger. En ce qui concerne les éléments plus qui influencent négativement la décision de faire un séjour d'études à l'étranger, il y a tout d'abord la situation personnelle, qu'elle soit familiale, professionnelle, financière. Donc, généralement, ça va influencer négativement la décision. Ça nous permet de comprendre en fait que la portée des actions qui visent à faciliter la préparation ou la réalisation d'un séjour d'études à l'étranger pourra toujours être freinée par la situation personnelle d'un étudiant. C'est une observation aussi qui est ressortie dans le sondage à quelques reprises. Par exemple, la source de désintérêt envers les séjours d'études à l'étranger qui a été la plus soulevée par 62% des répondants est la situation personnelle. Finalement, le dernier facteur qui influence négativement la décision de faire un séjour d'études à l'étranger, c'est évidemment la pandémie. Donc, les étudiants l'ont aussi soulevé dans les questions du sondage. Donc, la pandémie affecte non seulement le désir, mais aussi la capacité des étudiants à faire un séjour d'études à l'étranger. On y avait déjà réfléchi, ce n'est pas une surprise pour nous en matière de sécurité, bien sûr, mais un élément important qui a été apporté par les étudiants des groupes de discussion, c'est que c'est aussi un obstacle en matière d'accès aux informations sur les possibilités de séjour d'études à l'étranger. Donc, les étudiants qui étaient présents au groupe de discussion nous ont dit, par exemple, j'ai entamé mon baccalauréat à l'automne 2020 avec des cours en ligne, donc je n'ai pas pu avoir accès aux mêmes informations sur les opportunités de séjour à l'étranger que les autres étudiants avant moi. Par exemple, ils n'ont pas vu les publicités sur les affiches ou les écrans sur le campus, ils n'ont pas pu poser de questions aux pièces d'information, ils n'ont pas été en contact avec leurs professeurs, avec d'autres étudiants. Donc, à la lumière des résultats du sondage et des constats faits lors des groupes de discussion, le Service des relations internationales et diplomatiques propose de se concentrer sur 4 grands axes de recommandations pour réduire davantage les obstacles à la mobilité.
Je vous présente quelques exemples organisés autour de ces grands axes qui se trouvent dans le rapport, mais si vous voulez consulter le rapport, vous allez voir davantage de recommandations. Tout d'abord, on propose de bonifier l'aide financière aux personnes étudiantes. Grâce à une enveloppe versée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on est en mesure d'offrir chaque année une bourse à la mobilité à tous les étudiants qui déposent une demande et qui remplissent les critères. Comme je le disais plus tôt, c'est environ 500 demandes de bourse par année. Afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires et de renforcer leurs moyens financiers, on voudrait réviser les critères d'admissibilité des bourses à la mobilité, puis de bonifier le montant des bourses à la mobilité, toujours en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. Aussi, nous pensons qu'il est essentiel de démystifier et faciliter les démarches administratives pour faire un échange étudiant. Pour arriver à cela, on propose d'abord de réviser l'ensemble du processus administratif dans le but de le simplifier, l'alléger, le rendre moins long, moins compliqué. On propose aussi de prioriser le développement du logiciel MoveOn afin de l'utiliser à son plein potentiel. Le logiciel MoveOn, en fait, c'est un logiciel de gestion de la mobilité internationale qu'on utilise déjà depuis environ 1 an. Il nous permet de faire plein de choses comme répertorier et gérer les ententes de partenariat avec divers établissements, traiter des candidatures en ligne, allouer des bourses à la mobilité, envoyer des communications aux étudiants, bref, automatiser plusieurs de nos processus, ce qui permettrait d'alléger le processus autant pour nous que pour les étudiants et aussi les autres membres du personnel de l'UQAM qui participent au processus. On propose aussi de développer un rapport d'appréciation de séjour. On aimerait que les personnes étudiantes qui sont de retour d'échange puissent remplir ce rapport-là pour fournir plusieurs informations pertinentes sur leur établissement d'accueil, mais aussi sur leur expérience globale, donc sur le logement, l'adaptation culturelle, le choix de cours, etc. Puis ces rapports seraient accessibles en ligne pour les étudiants qui essaient de choisir leur établissement d'accueil ou qui préparent leur départ. Finalement, on aimerait permettre aux étudiants intéressés par un séjour d'études à l'étranger d'entrer plus facilement en contact avec les étudiants qui ont déjà effectué un échange, par exemple par l'organisation de conférences, d'événements, la mise sur pied de groupes de discussion. On a remarqué que les échanges entre ces étudiants permettent de faire ressortir les avantages d'effectuer un séjour d'études à l'étranger. Ça permet en même temps de mettre en perspective les aspects plus difficiles ou négatifs d'un échange étudiant, comme les démarches administratives ou les enjeux financiers. On aimerait aussi donner plus de visibilité au séjour d'études à l'étranger à l'UQAM. Tout d'abord, on propose de développer un plan de communication en collaboration avec le service de communication de l'UQAM, bien sûr. Ce plan pourrait mettre l'accent sur les principales motivations pour faire un séjour d'études à l'étranger qui ont été identifiées par les répondants au sondage, comme l'envie de vivre une expérience unique, de voyager, d'apprendre ou de perfectionner une langue étrangère. Puis aussi, on aimerait étoffer et uniformiser les informations sur les pages web des facultés et de l'école pour permettre aux étudiants, en fait, simplement d'avoir accès à la même information. Le dernier axe de recommandation sur lequel on propose de travailler, c'est de renforcer la collaboration avec les programmes d'études de l'UQAM. Au SRID, on collabore déjà avec certains programmes d'études pour faciliter la transmission de l'information, le traitement des candidatures, mais nous aimerions renforcer cette collaboration et l'étendre à plus de programmes d'études dans le but tout d'abord de sensibiliser les étudiants au séjour d'études à l'étranger dès le début de leur parcours universitaire. Par exemple, en s'assurant que des informations à ce sujet leur soient transmises lors des rencontres d'accueil aux nouveaux étudiants. On a remarqué que la transmission de ces informations à ce moment crucial-là, au début de leur parcours, ça permet une insertion plus facile d'un séjour d'études à l'étranger dans leur cheminement académique. On aimerait aussi développer et promouvoir des types de séjours d'études adaptés à la structure de chaque programme et qui correspondent davantage aux besoins et aux intérêts des étudiants. Les résultats du sondage ont révélé que certains types de séjours d'études, comme les cours de l'UQAM incluant un séjour d'études à l'étranger, les stages, les écoles d'été, dans les faits, ces types-là intéressent beaucoup plus les étudiants qu'ils ne sont pratiqués en réalité. Donc, il y a beaucoup plus d'étudiants qui se montrent intéressés que de séjours qui sont effectués. Puis finalement, on aimerait cibler certains partenaires avec lesquels l'UQAM a déjà des liens pour y favoriser les échanges étudiants.
Pour ce faire, ce qu'on propose, c'est de déterminer à l'avance des choix de cours pour certains établissements d'accueil privilégiés, en collaboration, bien sûr, avec les programmes d'études. Ça permettrait aux étudiants d'avoir des choix d'établissements d'accueil privilégiés pour intégrer plus facilement un échange dans leur cheminement académique. Donc, ça fait le tour des recommandations qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Comme je le disais plus tôt, chaque année, on accompagne 200 étudiants qui entreprennent un échange étudiant. On traite plus de 500 demandes de bourse à la mobilité. Ce que j'apprécie le plus personnellement de mon travail, c'est de revoir les étudiants à leur retour, de constater l'impact que leur séjour d'études à l'étranger a eu dans leur vie. Mon souhait avec ce travail-là, c'est que nous puissions accompagner plus d'étudiants dans leur projet de séjour d'études à l'étranger, que nous puissions permettre à plus d'étudiants de profiter de la bourse à la mobilité dans les prochaines années. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à la conclusion? Oui, merci, Sarah. Écoutez, l'enquête que nous avons menée visait à identifier des obstacles à la mobilité étudiante vers l'étranger. Et si on s'attarde uniquement sur le principal obstacle que nous avons identifié, à savoir les dépenses financières, c'est certain que cette découverte, entre guillemets, n'a rien de révolutionnaire, puisque d'autres études avaient déjà fait le même constat. Sur son site Internet, le BCEI signale, en se basant sur les données de 2016, que le plus grand obstacle aux études à l'étranger, c'est le coût. Même chose du côté d'un rapport du groupe d'études sur l'éducation mondiale en 2017 qui est arrivé à la même conclusion. Cela dit, ce sondage a le mérite d'avoir confirmé que ce constat s'appliquait toujours aujourd'hui aux étudiants de l'UQAM. Et de plus, je dirais qu'une autre plus-value de ce sondage concerne un autre objectif qu'on avait. Si vous lisez le titre de notre enquête, ça s'appelle « Comprendre les obstacles ». Donc, nous, on a le sentiment qu'avec le nombre de données que nous avons recueillies, ça va mieux nous permettre de comprendre les besoins contemporains des étudiants qui veulent faire une mobilité. Je vous donne deux exemples. On a appris, comme Sarah le mentionnait, que les deux types de séjours qui intéressent le plus les étudiants sont les cours incluant un séjour d'études à l'étranger et les stages pratiques, avant les échanges étudiants universitaires classiques. Donc, il y a là une piste intéressante à explorer. Autre exemple qui est basé sur un constat plus personnel, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du film « L'auberge espagnole ». Donc, il y a plusieurs qui sont peut-être trop jeunes pour avoir vu ce film, mais c'est un film d'un réalisateur français, Cédric Lapiche, qui, au début des années 2000, racontait l'histoire d'un étudiant français qui, grâce au programme Erasmus, était parti étudier à Barcelone pendant 1 an. Moi, je me rappelle que quand j'avais vu ce film durant ma jeunesse, j'avais été marqué par les amitiés fortes qui ressortent de ce genre d'expérience à l'international. Or, j'ai été très surpris de constater que lorsqu'on a demandé aux étudiants d'indiquer leurs 3 principales motivations pour faire un séjour d'études à l'étranger, il y avait 16 choix de réponses et le choix de réponse qui était de se faire un nouveau cercle d'amis est arrivé soit dernier, soit avant-dernier. Dernier pour les étudiants qui n'ont jamais fait de séjour d'études à l'étranger et avant-dernier pour ceux qui ont déjà fait un séjour. Alors moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai l'impression, et je lance une hypothèse, que peut-être que l'apparition des réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque a facilité les échanges et que les gens peuvent se faire des amis autrement. L'important, ce n'est pas de voir si cette hypothèse est bonne ou pas. Ce que je vais vous faire réaliser ici, c'est qu'on a des questions, on a suffisamment de données pour se poser des questions et savoir à quel point, quels sont les besoins de nos étudiants. Et c'est là-dessus que nous allons, une fois qu'on aura complété notre analyse, c'est là-dessus que nous allons élaborer un plan d'action qui sera soumis à la direction en vue d'une possible mise en œuvre dès l'automne prochain. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, M. Likongo. Merci, Mme Lacasse, pour cette présentation très riche et très intéressante. Je vous inviterai maintenant à répondre à des questions que certains des membres du public pourraient vouloir vous adresser. Et pour ce faire, donc nous avons quelques minutes pour cette période d'échange, j'inviterai le public à utiliser le module de questions-réponses que vous trouvez dans l'interface Zoom. Il est en bas de l'écran. Vous pouvez ouvrir ce module et vous pouvez écrire votre question et je choisirai quelques-unes de ces questions pour les adresser à nos participants.
Est-ce que pour cette période d'échange, oui, voilà, nous pouvons maintenant, nous voyons mieux de cette façon, sans la présentation. Bien, je commencerai peut-être par, je lancerai la discussion en vous demandant, vous avez, M. Likongo, fait part de votre surprise devant un des constats. Est-ce qu'il y a d'autres de ces constats qui vous ont pris un peu au dépourvu? Vous êtes en quelque sorte des spécialistes de la mobilité internationale. Vous avez une expérience. Est-ce vous avez appris des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensiez savoir? Je vous dirais aussi, ce qui nous a surpris, moi je m'attendais à ce que les étudiants souhaitent avoir de longs séjours d'études. Or, on s'est rendu compte, comme Sarah l'avait mentionné plus tôt, que les étudiants veulent éviter les trop longs séjours d'études qui s'étaleraient, par exemple, sur 2 trimestres. Alors que moi, j'avais l'impression que les étudiants voulaient vraiment partir sur un horizon d'1 an. Ça, j'ai été un peu surpris. Comme je l'ai mentionné aussi, je trouve que c'est une avenue qui est fort intéressante, les cours pratiques, les cours qui incluent un séjour d'études à l'étranger. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas songé. Donc, moi, c'est les 2 choses qui m'ont le plus surpris dans ce sondage, mais probablement que ma collègue a vu d'autres aspects également surprenants dans cette enquête. Oui, Madame Lacasse, voulez-vous? Oui, merci. En fait, je n'ai pas été particulièrement surprise par les données recueillies dans ce sondage. Ça fait environ 10 ans que je fais ça comme travail. Le fait que l'obstacle principal à la mobilité soit les dépenses financières, c'est toujours ce qu'on entend, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on constate. Comme Nico, ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, c'est que les types de séjours d'études qui intéressent le plus les étudiants sont beaucoup moins pratiqués en réalité, comme je l'ai souligné tantôt, puis comme Nico vient de le souligner. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'il y a de l'intérêt pour ces séjours-là, puis qu'on pourrait développer peut-être l'offre plus grandement à l'UQAM, parce que clairement, il y a un intérêt du côté des étudiants. Oui, c'est surtout ça. Oui, Nico? J'ajouterais aussi, parce que ça me vient en tête, le fait que les étudiants, et ça on l'a beaucoup vu dans les questions ouvertes, revenaient beaucoup sur que c'était compliqué au niveau administratif de réaliser un échange. Alors, moi et Sarah, on est situés au SRID, on travaille beaucoup dans l'aspect administratif. On ne pensait pas, en tout cas, moi, je ne pensais pas que les étudiants voyaient ça comme compliqué, faire un séjour de mobilité à l'étranger. Et je pense qu'on a du travail à faire au niveau communication, simplifier les démarches aussi. Mais quand on est dedans, on a de la difficulté à penser que les étudiants, eux, trouvent quelque chose de complexe, alors que pour nous, c'est plus simple. Ça m'a surpris également. Voici une autre question qui nous vient de l'auditoire. Est-ce que l'enquête s'est penchée sur la question de la bidiplomation? Est-ce que la question a été posée? Est-ce que ça a été évoqué dans les groupes de discussion? Est-ce que c'est une voie qui peut favoriser la mobilité? Est-ce que ça présente de l'attrait pour les étudiantes et étudiants? Il n'y a pas eu de mention dans les réponses. En tout cas, j'en ai pas vu qui parlait de bidiplomation. On n'a pas non plus posé de questions par rapport à la bidiplomation dans le sondage. Je sais que la signature d'entente de bidiplomation, c'est quand même un processus assez long et complexe. Ça demande beaucoup de réflexion, de travail de la part des 2 établissements d'enseignement qui en viennent à une entente de bidiplomation. Mais je sais que ce sont des nouveaux types de séjours d'études qui commencent à avoir le jour à l'UQAM. C'est mes collègues qui s'occupent beaucoup plus de ces dossiers-là. Mais si ma connaissance est bonne, on a une entente de bidiplomation qui est en cours, qui est utilisée par des étudiants en France d'ailleurs, avec Sciences Po Grenoble. Et je pense qu'il y a d'autres projets qui sont en cours de réflexion. Mais c'est l'information que j'ai pour le moment. Oui. Et puis finalement, une autre question. Est-ce que, selon vous, la fin de la pandémie, d'après ce que vous voyez, est-ce qu'elle va avoir un impact sur
la mobilité. Est-ce que peut-être il va y avoir est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait tout d'un coup là une popularité énorme pour la mobilité j'allais dire, dans l'après-pandémie, après 2 ans d'isolement ou d'absence de voyage? Est-ce que vous avez des signaux en ce sens? C'est une bonne question. Nos premières observations nous laissent penser que oui. Mais c'est un peu tôt pour le confirmer encore, comme la pandémie a encore cours. On pense que oui. En fait, le dépôt des candidatures pour un échange étudiant à l'automne 2022 ou à l'hiver 2023 a commencé aujourd'hui même au sein de notre service. Et on sent l'engouement. Les étudiants ont envie de faire un séjour d'études à l'étranger, le même engouement qu'avant, sinon, mais c'est une impression, sinon plus forte. Je sens vraiment que les étudiants ont envie de sortir, de découvrir d'autres façons d'étudier, d'autres cultures, de développer leur autonomie, de se challenger, mais on le verra dans le futur. Alors, merci Madame Lacasse et Monsieur Likongo pour votre présentation et pour vos réponses à ces questions. Alors, espérons qu'au cours des prochaines années, les actions qui ont été ciblées pourront être mises en œuvre et aideront nos étudiantes et étudiants à tenter l'aventure de la mobilité. Alors, c'est maintenant le temps pour nous d'écouter la rectrice de l'UQAM, Mme Fusaro, et le consul général de France à Québec, M. Sanchez, sur ce même sujet. Et donc, nous allons leur offrir l'occasion de réagir à la présentation qui vient de nous être faite. Et j'ouvrirai en quelque sorte la conversation avec eux sur la même question que j'ai posée tout à l'heure aux présentateurs. Qu'est-ce qui, Mme Fusaro, M. Sanchez, vous a le plus surpris dans cette étude? Je laisserai le consul général prendre la parole en premier. J'ai une petite opinion, mais je suis curieuse de l'écouter. Je ne sais pas si je suis le mieux placé, évidemment, pour commenter les éventuelles difficultés des étudiants québécois. Mais peut-être une ou deux observations, parce que moi, on me demande de favoriser l'arrivée de jeunes Québécois en France. Sur le sujet des coûts, comme sur celui des démarches administratives. Et effectivement, nous devons ensemble, et le consulat doit s'impliquer, j'espère qu'il le fait déjà, nous devons expliquer aux jeunes qu'il y a justement, du fait de ces liens que j'ai rappelés tout à l'heure, entre la France et le Québec, un certain nombre de dispositions qui visent à faciliter les démarches administratives et offrir un certain nombre d'appuis financiers. Donc, c'est vrai que pour aller en France, eh bien, on bénéficie, quand on est un jeune Québécois, Canadien, mais particulièrement Québécois, on bénéficie, au fond, de l'acquis de la relation France-Québec dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est plus facile que dans certains autres endroits du monde et moins coûteux. Et puis, j'ajouterais, parce que c'est un élément important qui ne relève pas seulement, au fond, de l'information rationnelle, c'est qu'en France, on aime beaucoup les Québécois. Ce facteur d'amour que tous ceux qui sont allés parmi vous en France connaissent, cet élément de valorisation est quelque chose qui rend généralement pour un jeune Québécois, pour un jeune d'ailleurs peut-être aussi, mais particulièrement du Québec, le séjour vraiment positif. Et puis une toute petite réponse, pour ne pas être trop long dans cette première intervention, à Marie, qui est visiblement française et qui étudie au Québec à l'UQAM et qui vient de me poser une question sur le fil, sur le chat, qu'elle ne s'inquiète pas. Il faut qu'elle renouvelle sa recherche de rendez-vous pour son passeport et si elle finit par être dans une situation d'urgence, qu'elle le signale à mes collègues de Montréal, puisqu'il dépend de Montréal, mais son problème sera résolu, c'est certain. Merci, Monsieur le Consul. Madame la rectrice, vos surprises par rapport au rapport? Peu de surprises, mais quand même un étonnement qui est celui de voir à quel point nos belles possibilités sont méconnues. En fait, c'est surprenant,
mais je suis rassurée quand j'écoute Sarah nous dire qu'il y a un engouement, car depuis, je crois, 3 ans, je compte toujours l'année pandémique, donc hors 3 ans, donc l'année 2020 qui a été une interdiction totale de voyager pratiquement pour tous les aspects, mais l'année 21 a vu quelques petits et timides déplacements reprendre, mais cette année 2022 va être une année, je crois, beaucoup plus intéressante. Ce faisant, c'est de voir comment mieux faire connaître les bourses, les possibilités. Et je dois vous dire que, et ce n'est pas de la publicité pour de la publicité, mais les semaines qu'on organise, et celle-ci en est vraiment un bel exemple. Ce matin, nous étions avec l'Université de Strasbourg. Strasbourg qui a un campus fabuleux. Nous avons 20 ans de collaboration, l'Université de Strasbourg, l'UQAM, des programmes qui sont arrivés à maturité en termes d'échanges, de connaissances, et d'avoir des étudiants commentés. Je crois qu'un des aspects qu'on doit absolument valoriser, c'est faire parler les étudiantes et les étudiants à leurs collègues, à leurs personnes qui voudraient venir échanger. On peut bien leur dire, nous, que c'est stimulant, passionnant, mais entre eux, ils ont vraiment aussi la possibilité d'échanger. Donc, de quelle manière le faire, de quelle manière également leur garantir un financement minimum, je pense que c'est quelque chose qui rassure. Et à défaut d'un financement, je dirais minimum, parce que les bourses à la mobilité, les bourses de la Fondation sont quand même très nombreuses, assurer un accompagnement. Et je crois que le SRID le fait de plus en plus. Et d'ailleurs, pour répondre également à Marie, j'ai vu plusieurs cas d'étudiants nous écrire. Et à chaque fois, on les transmet, ces cas, au consulat et ils sont pris en charge rapidement. Et je dois vous dire que l'inverse est vrai également. Et le consul peut en attester. Combien de fois il m'appelle pour me dire: est-ce que tout va bien pour nos ressortissants français? Oui, tout va bien, on les traite bien, on ne les malmène pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur le consul. C'est un soin constant que nous avons de nous en assurer. Et donc, s'il y a des inquiétudes à cet effet, SVP nous remonter l'information. Les canaux sont bien quand même fluides avec les collègues et les équipes du consulat. Maintenant, j'aimerais vous poser à tous les deux une question. Le rapport a identifié les obstacles à la mobilité, mais on constate aussi qu'il y a une disparité entre le nombre de Français qui viennent au Québec et de Québécois qui vont en France. Quelles actions prioritaires pourraient être déployées pour essayer d'atteindre une parité dans les échanges? Là encore, je ne sais pas si je peux formuler des recettes, mais en tout état de cause, d'abord, le rapport est vraiment remarquable parce qu'il est très précis. Et il met en évidence, effectivement, au fond, un faisceau de petits points d'alerte qui, cumulés, manifestement, conduisent à ce constat que vous faites que les jeunes Québécois ne sortent pas assez. C'est dommageable parce que nous savons bien, dans ce monde, pour les sociétés que nous voulons, en France, au Québec, au Canada et ailleurs, eh bien, un citoyen éclairé, bien formé, c'est un citoyen ouvert sur le monde, sur les autres. Et dans la période de formation qui est celle de la jeunesse dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment très utile d'aller à l'étranger. Il y a 30 ou 40 ans, quand moi-même je faisais des études, en France, les choses ne se passaient pas comme aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Et l'un des éléments importants, c'est la constance dans l'effort pour porter tous ensemble le message que c'est très important de passer une partie de ses études à l'étranger. Ça, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça a été évidemment une priorité de la construction européenne, via le programme Erasmus, de faciliter la circulation des jeunes Européens au sein de l'Union européenne. Mais de façon générale, en France, les établissements d'enseignement supérieur, y compris les universités, ont vraiment progressivement porté le message que c'est important d'aller passer un trimestre, un semestre, une année complète, voire même de tendre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a près de 200 diplômes entre le Québec et la France aujourd'hui, donc c'est très remarquable, d'aller à l'étranger. Cette conviction, il faut la porter dans la durée et la valoriser. Elle est déjà valorisée dans le monde économique. Nous savons bien que nos étudiants
qui ont passé un peu de temps à l'étranger, c'est un élément dans le CV qui est valorisé par l'employeur. Mais au-delà de ça, la capacité à porter des projets personnels et à les concrétiser, au fond, est plus riche, plus diversifié. Le champ des possibles s'ouvre dès lors qu'on s'est confronté au monde dans les faits. Et confronté, c'est une façon de parler peut-être un peu trop guerrière, parce qu'au final, c'est une magnifique expérience. Et je rejoins ce que disait Magda il y a quelques instants, Madame la rectrice. C'est vrai que mettre en valeur les expériences réussies de ceux qui sont allés à l'étranger, c'est peut-être une bonne idée. En tout cas, en France, je vois bien les progrès qui ont été accomplis sur une trentaine d'années, en particulier même les 20 dernières années. Et je ne doute pas que des progrès similaires peuvent se concrétiser aussi au Québec. Je pense vraiment que nos sociétés en ont besoin. Et au fond, nous en avons besoin comme individus de nous constituer dans le rapport aux autres. Et en complément encore, je crois qu'un des efforts que nous pouvons faire, c'est de montrer à nos programmes la richesse de nos ententes. Un des éléments qui me surprend, souvent d'ailleurs, c'est lorsqu'on me dit « je ne savais pas que l'UQAM avait une entente avec les universités de Lyon, de Paris, du sud de la France, également Montpellier ». Et ça, c'est un aspect qui, à mon avis, doit être à rectifier de manière urgente. C'est une question, je dirais, presque de poutine administrative. Permettre à nos programmes de connaître toutes les ententes que l'université permet, avec des ententes cadres d'abord, des ententes d'échange à la mobilité. Je ne parle pas de coopération de recherche, parce qu'ici, nous sommes vraiment dans la dimension mobilité, mais même pour la recherche, il y a des ententes pour des laboratoires entre plusieurs centres. Et ça, c'est un aspect qui, à mon avis, pourrait être un gage réel d'intérêt de le montrer. Et pour ça, c'est une question qu'il nous faut réfléchir avec les décanats, les facultés, les directions académiques, bien sûr. Je crois que ce serait quelque chose à privilégier comme approche. Parce que oui, il y a l'étudiant, mais l'étudiant ne sera rassuré que si son directeur de programme lui dit « les 5 cours que tu vas aller faire vont être reconnus dans ton programme et crédités à ton retour ». Donc, il y a aussi un enjeu de faire reconnaître ces crédits. Et les crédits, ça peut être un peu plus compliqué dans certains cas. Voilà. J'aimerais maintenant vous soumettre un autre sujet de réflexion. La pandémie a mis le projecteur sur l'enseignement en ligne et tout laisse penser que cette forme d'enseignement est appelée à connaître de l'essor dans l'avenir. Pensez-vous que ce sera un obstacle à la mobilité étudiante ou qu'au contraire, peut-être l'enseignement en ligne pourrait servir de carte de visite pour des déplacements de mobilité? Obstacle ou adjuvant? Quel est selon vous comment voyez-vous la mobilité dans un contexte où l'enseignement en ligne pourrait prendre plus de place? Écoutez, moi, je suis pas enseignant, mais je suis diplomate. Donc, par fonction, au fond, je considère évidemment que le fait de créer une relation avec quelqu'un dans un rapport direct est préférable ou en tout cas complémentaire du simple échange téléphonique ou de la simple visioconférence. On le voit d'ailleurs, nous, dans nos métiers de la diplomatie, la pandémie a entravé ce dialogue permanent entre les individus. Et on sait que le dialogue direct et le langage corporel qui l'accompagne introduit des informations complémentaires plutôt que le simple message brut. Pour revenir au sujet qui nous occupe, je pense que la pédagogie contemporaine, c'est normal, s'appuie sur les outils qui s'inventent au fur et à mesure. Au XIIIe siècle, quand les universités commencent à se répandre dans toute l'Europe, on ne dispose pas du livre. Et une fois qu'on va disposer du livre imprimé, évidemment, la circulation des idées en a été favorisée, mais ça n'a pas empêché les grands professeurs de l'époque d'attirer des étudiants dans leurs universités du fait justement de la qualité de leurs ouvrages et de leur réputation. Et ainsi de suite. Je pense que, au fond, les outils techniques sont au service, à un moment donné, de la rencontre effective entre les êtres humains. Dans un laboratoire,
je suis scientifique, je ne suis pas moi-même scientifique, mais on m'a souvent raconté que la créativité est liée à la capacité d'un groupe à conjuguer leurs efforts et, au fond, à progresser ensemble dans la recherche, évidemment, de la résolution du problème. Et je ne crois pas du tout que voilà, l'enseignement en ligne puisse se substituer. Bien entendu, il peut compléter. Et il peut aider à résoudre un certain nombre de difficultés qui ont à voir avec le fait qu'on ne peut pas être toujours présent à l'endroit déterminé. Et c'est vrai que pour une conférence, en plus il y a les enjeux d'impact carbone, pour une conférence ponctuelle d'1 heure ou deux, il n'est peut-être pas utile de faire venir quelqu'un de France à Montréal ou inversement de Montréal en France. En revanche, je ne crois pas une seconde qu'il s'agisse des humanités, des sciences sociales ou des sciences de la nature. Je ne crois pas une seconde qu'on pourra arrêter de faire des séminaires, de faire des colloques, et que tout cela, les étudiants doivent y participer pour progresser, parce que cet enrichissement, c'est celui, comme disait déjà Descartes et les humanistes avant lui, c'est celui de la rencontre avec le livre de la nature à partir du voyage. Donc voilà, ma réponse, elle est là. Moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Je ne crois pas du tout que le modèle du tout en ligne va se substituer à ce que c'est que la pédagogie. Étymologiquement, je crois que ça veut dire se prendre par la main. Le pédagogue prend par la main et le maître, le professeur accompagne son élève. Et ça voilà, ça ne peut pas être remplacé. Que dire après cela? J'ai été un peu long, désolé. Non, au contraire, peut-être une anecdote personnelle. Mon premier mémoire de maîtrise portait sur les systèmes de visioconférence de France Télécom lancés dans les années 90, en fait 89-90, où déjà France Télécom à l'époque annonçait que la visioconférence remplacerait absolument tous les systèmes humains, donc tous les face-à-face, tous les échanges. 30 ans plus tard, force est de constater que France Télécom avait peut-être été très enthousiaste sur son système ou ses systèmes. Et je crois que c'est un peu, et pour ne pas dire beaucoup, la même réalité qui s'imposera à nous. Par ailleurs, je ne pense pas que la pandémie ici va jouer un élément ni de catalyseur ou ni de moratoire de quoi que ce soit. La mobilité a toujours fait partie de la vie universitaire au XIIIe siècle, au XIIe siècle déjà, les compagnons du savoir qui faisaient l'échange entre la Sorbonne et Bologne, pour ne pas la nommer, ou Oxford également, et les grandes universités qui commençaient à éclore, qui étaient déjà là, mais qui prenaient une réputation. Donc, ce système de compagnonnage, en fait, le même auquel vous faites référence, Monsieur le consul, demandait aux personnes étudiantes de changer de pays, d'aller faire ce qu'aujourd'hui on appellerait un séjour à la mobilité, un stage. Donc, je crois que quelques siècles plus tard, nous serons, et c'est heureux, au même endroit, c'est-à-dire que les personnes auront à voyager, à découvrir, car oui, il y a le programme, oui, il y a l'enrichissement de l'étude, l'apprentissage, l'enseignement, c'est une relation, mais il y a la découverte d'un pays, de sa culture, de ses références, d'une langue également. Et là, je vais aller dans un autre univers de sens. Il y a 3 ans, au Japon, je rencontrais aussi des étudiants québécois qui étaient extatiques de leur séjour. Donc, une fois passé la barrière administrative, la difficulté financière, car Tokyo est une ville quand même tout aussi chère, sinon plus que Paris, me semble-t-il. Un exemple était, ils étaient vraiment ravis. Donc, je pense qu'il faut les inciter, les encourager, mettre en œuvre des conditions qui sont quand même aujourd'hui de très belles conditions. Lorsque nous avons eu à faire nos propres séjours à l'étranger, fichtre, c'était un peu plus compliqué, me semble-t-il. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Merci, Monsieur le consul. Si nous avions plus de temps, j'aimerais vous entendre sur vos expériences d'échange. Ah, ce sera pour une autre fois, Monsieur le Oui, ce sera pour une autre fois. Il est 18h30. C'était l'auberge espagnole. L'auberge espagnole. Remarquable acteur, Romain Duris, qui a eu une belle carrière ensuite. Oui, c'est vrai. Alors, permettez-moi de vous remercier pour cet échange.
La France à l'UQAM est maintenant officiellement lancée. Je vous invite à consulter le site web du rectorat, rectorat.uqam.ca/France, pour connaître la programmation complète. Les activités sont ouvertes à tous. Alors, merci encore de votre participation ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.